Dames en heren, goedemiddag. Mesdames et messieurs, bonjour. Ik ga het dus hebben over Theresienstadt. Je vais donc vous parler de Theresienstadt, un des si nombreux camps. Ja. Als wij spreken over een Donc, lorsque nous parlons d'un camp de concentration, il y a immédiatement des noms qui viennent à l'esprit. Auschwitz, bien entendu, Buchenwald, Dachau, Majdanek, Mauthausen. Et puis, généralement, on s'arrête là. On ne se souvient plus des autres, même si il y a une extensive littérature sur tous les autres camps. Si je devais vous poser la question, combien de ces camps y a-t-il eu, vous seriez étonné. Officiellement, il y a une liste du ministère de la Justice de la République d'Allemagne. Selon cette liste, dans Großdeutschland et les territoires occupés, il y en avait 1634. Ne tombez pas de votre chaise, parce que ce n'est pas tout. D'ailleurs, dans mon propre village, il y avait quelqu'un qui avait été dans un camp, que j'ai visité d'ailleurs, et qui n'était même pas repris dans cette liste. Donc, 1634 camps. Il y avait plusieurs types de camps. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a Westerbork, type de camp de rassemblement. Schor, c'est un camp de concentration. Il y a eu plusieurs camps de travail aux Pays-Bas également. Et dans tous ces camps, des millions de personnes partout en Europe ont connu la période la plus sombre de leur vie. Et Theresienstadt en fait partie également, parce que si l'on consulte la littérature, on voit que Theresienstadt est parfois perçu comme un ghetto modèle. En tout cas, la réputation dont dispose le camp. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Theresienstadt était un camp de concentration comme les autres, avec quelques différences cependant. Je vais malgré tout replonger un petit peu dans l'histoire. D'où vient Theresienstadt? D'où vient ce nom? C'est après l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui était notre impératrice à l'époque. Elle est morte en 1780. Et Joseph II, son fils, a immédiatement commencé dans le nord de son empire de construire un site nommé après sa mère, donc d'où le nom Theresienstadt. Bien sûr, c'est en République tchèque aujourd'hui, mais à l'époque, cela faisait partie de l'Empire autrichien, et d'où le nom Theresienstadt, en tchèque, c'est Térésine. L'architecte de cette ville neuve était un Français, un certain Nicolas de Mézières, qui était très compétent en matière d'architecture militaire. Theresienstadt était donc une ville fortifiée, construite selon le modèle classique de l'époque, avec double mur, des bastions et tout un réseau de 13 km de passages souterrains et de casemates. La construction a duré quelques 10 années, et lorsque, en 1939, les Allemands sont entrés en Tchéquie, immédiatement, ils se sont intéressés à Theresienstadt pour en faire un camp. C'est idéal, c'est un petit peu isolé, il y a des murs fortifiés, de l'eau autour, donc c'était idéal pour un camp. Et en dehors, il y avait également ce que l'on appelait le petit site, c'était en fait la prison, le plus grand site. Donc, vous aviez la place militaire, et puis il y avait aussi une prison pour les militaires qui devaient parfois être enfermés. Donc, c'était le petit site. Et donc, Theresienstadt a été utilisé comme camp de concentration
pour la Tchécoslovaquie. Le 10 juin 1940, déjà, les SS reprennent cette bourgade et les habitants, c'était une ville de 6000 habitants, ont été chassés, ils ont dû se débrouiller ailleurs. Et donc, Theresienstadt est devenu un camp de concentration pour les Juifs. Mais un camp particulier, néanmoins. Ce n'était pas un camp comme les autres. Theresienstadt était composé d'une série de casernes. C'était une place militaire, comme j'ai dit, avec des noms tels que Kaserne Hamburg, Wardenburg, Sudeten, Hannover, Genie, etc. Et entre elles, il y avait des grandes maisons et des rues assez larges, quelques places. C'était donc à cela que ressemblait Theresienstadt. Et puis, les Juifs sont donc, les premiers Juifs sont donc arrivés là, été déportés là. Il y a eu leur propre police non armée, la police du ghetto, avec un brassard, flanqué d'une centaine de gendarmes tchèques pour contrôler tout cela, et 25 SS. Il y avait un bureau qui surveillait tous les crimes, si on veut, des Juifs, donc vol par exemple, mais également craché par terre, ce qui valait des coups de bâton. Le summum de, on va dire, l'indépendance, c'était une sorte de petite ville indépendante, même si on ne pouvait pas sortir. C'était la monnaie du ghetto qui a été introduite à partir de 1943, donc une monnaie du ghetto. C'était donc des billets allant de 1 à 100 couronnes, avec le dessin d'un artiste connu, Peter King, qui d'ailleurs été assassiné à Auschwitz. Et ces billets avaient plusieurs couleurs en fonction de la valeur. Et à l'avant, on retrouvait un texte, et à l'arrière, on voyait Moïse, c'était l'argent juif, Moïse avec les commandements. Le premier dessin a été rejeté parce qu'évidemment Moïse n'avait pas l'air suffisamment juif. Il a fallu faire un deuxième dessin avec les cheveux plus noirs, le nez plus grand, etc. Et le texte disait « Tu ne tueras point ». Theresienstadt, c'était autorisé pour certains en tout cas. Et donc, les gens qui ont été déportés au départ de l'Allemagne et de l'Autriche au début, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs allemands, autrichiens qui étaient des vétérans de 14-18, des mutilés de guerre et des personnes décorées. Et on n'osait pas les faire disparaître tels quels parce qu'ils faisaient partie des ligues de vétérans, etc. Et c'était donc les premières personnes qu'on a amenées à Theresienstadt. Et on va les convaincre, les SS vont aller les trouver, parmi beaucoup de mutilés de guerre, comme je disais. On va les convaincre de partir de façon volontaire à Theresienstadt. En Allemagne et Autriche, la situation était déjà mauvaise pour les Juifs, ça va de soi. Hitler était déjà au pouvoir. Et donc on va leur raconter qu'ils auront leur propre ville, organisée spécialement pour eux, où ils pourront attendre tranquillement la fin de la guerre. Et ils vont tomber dans le piège. On va même leur demander, chez eux, à domicile, où ils préfèrent avoir leur chambre avec une vue sur les montagnes ou une vue sur le lac et des choses comme cela. Et voilà, ils vont tomber dans le piège et on leur conseille même d'amener leurs plus beaux vêtements parce qu'ils vont partir en vacances à Theresienstadt. Et les SS n'hésitent pas, à côté de Theresienstadt, d'ajouter des noms tels que Karlsbad, parce que c'est un peu une région de ville balnéaire. Ils parlent même de Theresienbad pour convaincre les gens. À une condition, celui ou celle qui désire aller à Theresienstadt va signer un document par lequel il cède toutes ses possessions à l'Empire allemand.
Et donc, il y a 3000 candidats, mais avec 3000 personnes, la ville n'est pas remplie. Et donc, ils vont également déporter des Juifs de Tchécoslovaquie vers Theresienstadt, mais donc toujours, en quelque sorte, des privilégiés. Et on va y amener des gens qui n'osent pas faire disparaître ou exterminer immédiatement. Et on parle toujours des Allemands, mais il faut utiliser le terme nazi. S'ils avaient pu arrêter Einstein, ils l'auraient amené sûrement à Theresienstadt. C'était donc pour des personnes prominentes qui n'osaient pas faire disparaître tout de suite. Par exemple, il y avait un ancien ministre-président du Land de Saxe, des Autrichiens, un baron bavarois, von Hirsch, une baronne de Berlin, des musiciens, des sculpteurs, des compositeurs, des musiciens, dont la disparition aurait donc fait qu'à l'étranger, on se serait posé des questions, pour ne pas dire même en Allemagne. Donc au départ de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Et qu'en est-il de la Belgique? Eh bien, c'est très bizarre. Au départ de la Belgique, il n'y a personne qui atterrisse à Theresienstadt. Au départ de la France, 3 personnes. Le bourgmestre de Caen, avec sa femme et sa fille, et puis beaucoup de personnes d'origine hollandaise, au départ donc des Pays-Bas. Et c'est une logique nazie que nous n'arrivons pas à saisir. Donc dans leur cerveau criminel, ils étaient tout à fait logiques, mais une logique bien à eux. Pourquoi personne au départ de la Belgique, je ne le saurais pas vous l'expliquer. Mais au départ des Pays-Bas, il y a plus de 100 000 Juifs qui sont déportés et donc une part importante de ces personnes atterrit à Theresienstadt. Vous savez qu'aux Pays-Bas, les gens étaient réunis au camp de Westerbork, le grand camp de transit, et à Westerbork, il y avait également un orchestre. Il y avait plein d'activités qui étaient développées. Et à un certain moment, les déportations ont commencé vers l'Est. C'était l'euphémisme d'usage. Mais l'Est, en premier lieu, c'était Auschwitz, mais ça pouvait être également Theresienstadt. Et très rapidement, on a compris que donc que c'était beaucoup moins dangereux d'aller à Theresienstadt qu'à Auschwitz, parce qu'Auschwitz, évidemment, était situé en Pologne. Et donc, il y a beaucoup de personnes de nationalité néerlandaise qui sont acheminées vers Theresienstadt. Et donc, un autre exemple de la logique des nazis, donc au niveau du camp de Westerbork, aux Pays-Bas, le commandant s'appelle Gemmeker. Et à un certain moment, il y a un petit garçon qui est âgé d'1 semaine, il vient d'être un nouveau-né, Paquet Prince, ensemble avec sa maman. Et Gemmeker, qui évidemment réfléchit tout à fait dans la logique criminelle, constate que l'enfant, le poupon, n'est pas en mesure de voyager. Donc il fait venir une couveuse d'un hôpital. Et le petit, il est mis dans une couveuse. Sa mère est déportée à Auschwitz. Le petit est dans la couveuse et donc reçoit une alimentation tout à fait spécialisée. Et Gemmeker vient voir tous les 3 jours.
Et puis au bout de 3 semaines, il constate que le petit est capable de supporter le voyage. Et il ne faut pas se poser la question vers où? Vers Auschwitz. Donc, allez comprendre leur logique. Donc, maintenir en vie pendant 3 heures un poupon dans une couveuse grâce à une alimentation spéciale pour finalement quand même le déporter vers Auschwitz. Et donc, il y a beaucoup de gens provenant du camp néerlandais Westerbork qui arrivent à Theresienstadt. Et donc, les gens qui arrivent à Theresienstadt comprennent tout de suite que ce n'est pas Theresienbad. Donc, ils doivent abandonner toutes leurs possessions. Et donc, ils sont logés, si on peut dire, dans ces anciennes casernes qui étaient donc conçues pour héberger 6 000 personnes. À un certain moment, il y avait 45 000 personnes qui étaient donc logées à Theresienstadt. 45 000 personnes dans des bâtiments conçus à l'origine pour héberger 6 000 personnes. L'hygiène était donc tout à fait insuffisante. On ne peut pas dire qu'elle était inexistante, mais tout simplement, les conditions étaient malgré tout terribles. Supposons qu'il y avait des gens qui vivaient dans les greniers, les combles, dans les caves, dans les souterrains, les uns sur les autres, dormaient dans des bridges, des lits qui n'étaient pas des lits, pas de vie privée. Il y avait une toilette pour 100 personnes. Et n'oubliez pas, les Juifs ne peuvent pas utiliser du papier hygiénique. C'était réservé aux Ariens. Et donc, il n'est pas étonnant que beaucoup de gens tombent malades. Il y a aussi des malades qui arrivent, les gens qui sont déjà malades à l'arrivée. Et donc, ils finissent évidemment par infecter les autres. Et donc, les gens ont vécu pendant 3-4 jours dans un wagon de marchandises sans la moindre hygiène. Donc, c'est vraiment un cloaque dans lequel les gens sont amenés à vivre ou à survivre. Et comme, donc à l'instar de Auschwitz, au-dessus de l'entrée, il y a la devise « Arbeit macht frei ». Donc les gens sont obligés d'y travailler. Et donc ils travaillent sur les champs. Il y a des fermes alentour. Les femmes sont surtout occupées à la récolte du mica. C'est un minéral qui est translucide et donc ces femmes doivent fendre les plaques de mica et se blessent constamment au couteau. Et donc, ils travaillent pendant 45 heures au travail productif dans les ateliers, les travaux de construction, le maintien, 57 heures pour les gens qui effectuent des travaux administratifs, qui travaillent dans un bureau, et puis on preste énormément d'heures supplémentaires. Et puis, il y a l'alimentation qui ne représente pas grand-chose, une espèce de soupe aqueuse, un quignon de pain et de temps à autre un extra. Et donc, la nourriture est préparée dans des cuisines roulantes et les gens doivent faire la file pendant des heures pour avoir droit à un bol ou une gamelle de soupe. Et c'est ce que les Allemands qualifient de camp exemplaire. Et donc, quand on tombe malade, évidemment, les conditions hygiéniques sont en dessous de tout. Et il y a pas mal de gens qui tombent malades. Évidemment, on crée un lazaret. Il n'y a pas non plus de médicaments qui sont disponibles. Il n'y a pas d'appareillage médical. Et donc, le taux de mortalité est très, très, très élevé. Les gens donc, qui meurent,
morts sont amenés dans une morgue et ils sont transportés par une espèce de charrette corbillard, non pas remorquée par un cheval ou un automobile, mais donc cette charrette est tirée par des personnes. Et puis les morts sont incinérés. Et pire encore, c'est ceux qui atterrissent dans la prison, dans la petite citadelle. Parce que les gens, ils sont enfermés, qui ont commis un crime aux yeux des nazis, tel que cracher par terre. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a des témoignages de deux religieux, un prêtre catholique et un pasteur protestant. Eh bien, les travaux qu'ils sont obligés de faire, c'est donc de charger des brouettes avec des pierres et de remonter une pente. Donc du travail complètement inutile, uniquement pour les faire crever à la tâche. Ce qu'ils doivent faire également, c'est donc de lécher des bêches qui ont servi à manipuler du lisier. Et donc, un jeu favori des SS est d'obliger les Juifs à s'entretuer. Certains se voient donc dotés d'un bâton, d'autres des fourches, et ils doivent se battre les uns contre les autres comme les gladiateurs au Colisée. Et donc, le combat se termine par la mort de l'un ou de l'autre. Et puis, pour finir, les gens sont déportés vers Auschwitz. Surtout à Auschwitz, aussi vers d'autres camps, mais surtout à Auschwitz. Et donc la communauté juive va commencer par se révolter, par se défendre. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'académiciens, des artistes, des dessinateurs, des peintres, des musiciens, des architectes, des compositeurs. Et donc les gens vont se consacrer à l'art pour survivre. L'enseignement est interdit, lui. Ça, les Allemands l'interdisent, sauf l'enseignement dans la judaïté, tel ils l'appellent. Et donc, il est interdit d'apprendre aux enfants autre chose que l'enseignement religieux et donc l'histoire et la géographie, mais dans une perspective juive. Et donc, ils vont s'occuper de l'art. Et en premier lieu, les gens dont les souvenirs ont survécu, ce sont les compositeurs et les musiciens, surtout les compositeurs. On l'a dit déjà, dans tous les camps, on l'a entendu tout à l'heure, à Auschwitz, on pratiquait la musique. Et le premier texte qui donc a donné lieu à la composition d'une partition vient de Burgerhardt. Et déjà en 1933, il y avait des personnes qui ont été incarcérées. Et il y avait donc une chanson importante, Mort soldat, ça s'appelle. Donc, c'est les soldats qui sont amenés à partir, à travailler dans une tourbière pour récolter la tourbe, et ils chantent « Wir sind die Moorsoldaten ». Et donc, en fait, c'est une chanson qui est dirigée contre Hitler et contre le nazisme. À Vught, aux Pays-Bas, on fait également de la musique, également à Westerbork, et très certainement à Theresienstadt. Je crois qu'on peut affirmer que la musique, en fait, constitue une forme de résistance.
parce que la musique fait partie de la grande tradition culturelle européenne. Et c'est ce qu'ils veulent démontrer, montrer. Victor Ullmann, un compositeur, et Alice Herzog, peut-être le nom vous dit quelque chose. Eh bien, ils affirment qu'au fur et à mesure que la situation empirait, eh bien, nous, on s'efforçait de mieux jouer. Et c'est très certainement une forme de résistance. Et ce que Raphaël Schechter a mis sur pied, parce qu'il veut donc faire exécuter le Requiem de Verdi. Imaginez-vous le Requiem de Verdi dans un camp de concentration, donc un Requiem catholique dans un camp de concentration et exécuté par des Juifs. Et donc, il constitue une chorale de 150 personnes. Et donc, cette chorale ou ce chœur, qui est dirigé par Karl Beckmann, et effectivement, il pratique le chant à 150, mais il n'y a pas encore d'orchestre. Il y a Della Polak qui les accompagne sur piano. Et c'est un piano à queue, mais il n'a pas de pied. Et donc, on l'a installé sur des caisses. Et puis, les dirigeants nazis décident que l'ensemble du chœur est déporté vers Auschwitz. Et donc, ils créent un deuxième chœur qui lui aussi est déporté vers l'Est. Et la troisième fois est la bonne foi. Et donc, ils ne produisent pas moins de 15 représentations du Requiem de Verdi. Et à un certain moment, qui assiste à une exécution de Requiem de Verdi? Eichmann. Et Joseph Bohr décrit donc cette séance. Eichmann applaudissait pas trop fort, parce que les artistes, les musiciens étaient des juifs, mais pas trop faiblement, parce que la prestation était unique. Et donc, le commandant du camp a loué la représentation exemplaire. Et donc, il y avait des applaudissements dans la salle. Mais l'été finissait et les transports vers les camps de la mort ont repris. Le commandant du camp avait promis que les chanteurs et les musiciens ne seraient pas séparés. Et en effet, il a tenu parole. Ils sont tous partis dans le premier wagon du premier transport vers un camp de la mort. Ceci pour vous illustrer la logique nazie. La musique produite à Theresienstadt comprend tous les genres possibles, alors de plus sérieux, plus classique, donc le Requiem de Verdi, jusqu'à un répertoire très léger, la musique d'opérette principalement, des valses viennoises légères qui donnent l'occasion de se replonger dans un passé sans préoccupation et de se détendre un petit peu. Et on va écouter maintenant un petit morceau pour montrer encore une fois l'ironie. Un auteur inconnu. Theresienstadt numéro 7. D'un auteur inconnu, il y a eu une parodie sur un air connu de Gräfin Maritza de Kallmann, l'opérette que vous connaissez peut-être. Donc un auteur inconnu en a fait une parodie. Et le titre c'est Ich bitte nicht lachen. Donc veuillez ne pas rire s'il vous plaît. Et donc il dit je vous demande de ne pas rire avec toutes ces choses parce que ceci et cela. Mais le refrain dit oui parce que nous à Térésine nous prenons la vie à la légère parce que sinon ce serait triste. Il y a de belles femmes ici, nous sommes heureux de pouvoir les voir et c'est pour ça que j'aimerais bien rester à Theresienstadt. Évidemment, c'est ironique. On va écouter le morceau. Donc, merci de ne pas rire, c'est le titre. On est tous très heureux d'être là, etc. Daarom blijf ik graag in Theresienstadt.
Nee, dat is nummer 1. Moet nummer 7 zijn. Ich bitte nicht lachen. Hè? Ich kann das aber gar nicht beschönigen. Wenn jemand so plötzlich, so stürmisch da wieder alles los. Der Stark ist damit Worten mit Zarten, ist man halt niemand warten, wenn's auf ein Unsinn bloß. Ja, das stimmt, so mancher es versteht nicht, ich hör nur so unredlich und sage nur. Ja, wir in der Sinn. Wir lieben sie rein, denn wenn es anders wär, wär's einmal es gibt ein Vergnügen sie uns und schau, drum ihm ganz gerieben, Sinn. in Weibern wir Schuld und haben es halb geholt, der in der Brust las der Zauber sieht und ist. Ja, wir lieben sie rein und lieben unser kleinestes. Wird man nach mir erben, sie dort oben uns das Geld vergeben. Ich brauch gut den Eltern, begrüß meine Väter, bin schon nicht mehr hier auf diesem Mond. Erzähl euch nun Lügen, was wir getrieben, die einfach wir geliebt hat ohne Frage. Einfach wie bei Turing und bei Suppe, ein Kreis nur durch die Ruhe, uns das fast jeden Tag. Auf Bühnen, ich rede vom süßen Bälle, und Hunger keine Spur, da sag ich nur. Ja, wir in der Sinn. Wir lieben sie rein, und lieben unser Leibestes. Et donc, la fin, c'était qu'à la fin, sur les ruines du ghetto, nous allons rire à nouveau. Il y a certains artistes dont on connaît encore le nom, dont Victor Ullmann, grand compositeur, élève de Schoenberg, qui a été Theresienstadt. Il a été nommé critique de musique et répétiteur et organisateur de répétitions. Il a composé 26 numéros pendant cette période là-bas. Il y en a 4 qui ont été perdus. On a conservé 3 sonates de piano, un quatuor à cordes et un opéra. Et puis, à la fin, il a été mis sur le train pour Auschwitz avec sa femme et finalement assassiné là-bas. Autre compositeur, très talentueux également, c'était Hans Krasa, qui était déjà célèbre parce que lorsqu'il avait 11 ans, on avait déjà exécuté une de ses œuvres d'orchestre à Salzbourg. Lui aussi donc s'est retrouvé à Theresienstadt où il s'est consacré à la composition. Lui également finira à Auschwitz ensemble avec Victor Ullmann et Pavel Haas. Gideon Klein s'occupe de la création d'arrangements. Lui aussi sera déporté et assassiné à Auschwitz. Il y a les gens plus légers également. Karl Schwenk est un des plus connus, qui avait fait un cabaret pour hommes,
la nourriture perdue. Il y avait une carte la carte, le ticket alimentaire perdu. Donc, il y a une revue. Vive la vie, il faut le faire dans un camp de concentration. Pianiste de jazz également, Martin Roman. Et ainsi d'innombrables artistes, dont certains très connus. Alice Hertzsommer, on y reviendra tout à l'heure si j'ai bien compris. Alice Hertzsommer, née en 1903 et décédée il y a 2 ans, à l'âge de 110 ans, donc pardon, il y a 3 ans, donc en 2013. Alice Hertzsommer a pu se sauver grâce au fait qu'elle jouait les lectures de Chopin. C'était très compliqué à jouer et elle devait constamment les jouer parce que les nazis adoraient entendre cela. C'est ça qui l'a sauvée. Et elle a donc vécu jusqu'à l'âge de 110 ans. Et lors d'une de ses dernières interviews, vous le trouverez sur Internet, Alice Hertz avec un Z-Sommer. Vous pouvez donc le voir sur YouTube. Une de ses dernières interviews, elle habitait à Londres. On la voit jouer à l'âge de 107 ans sur son piano. Et on lui demande comment elle a fait pour survivre au camp et vivre si longtemps, etc. Elle répond. Et je trouve ça magnifique. Elle a répondu, il y a 2 choses dans la vie. Premièrement, ne jamais haïr. Et deuxièmement, toujours espérer. Si c'est pas beau cela pour quelqu'un qui a vécu une chose pareille, ne jamais haïr et toujours garder l'espoir. Ça, c'est vraiment la sagesse ultime. Et donc, elle a survécu. Il y en a d'autres. Une histoire très touchante, celle de Ilse Weber, qui était en fait seulement musicienne amateur. Parfois, on prend cela un petit peu de haut. Et je dis, mesdames et messieurs, si vous dénigrez les amateurs, il faut bien penser au fait que le Titanic avait été créé par les meilleurs ingénieurs et l'Arche de Noé par un amateur. Et donc là, tout est dit. Et elle a donc fait des histoires et des chansons pour les enfants. Elle était présentatrice radio et elle a également été déportée. Elle habitait à Prague. Son mari et son plus jeune ont été déportés. Le plus jeune avait pu être envoyé en Suède. Et donc elle aboutit à Theresienstadt. De temps en temps, son fils lui envoie une lettre de Suède. Et quand elle fait à Theresienstadt, elle s'occupe de certains enfants et qu'elle occupera grâce à des chansons et belles mélodies. Et donc on va en entendre une, peut-être que vous l'avez déjà entendue. Ich wandere durch Theresienstadt. Donc je me balade dans Theresienstadt, le cœur lourd comme du plomb, jusqu'au bout de mon chemin, près du bastion. Et là, je m'arrête et je regarde vers là-bas parce que je voudrais rentrer chez moi, à la maison. Ça me leur dit, le cœur, on m'a enlevé ma maison, je n'ai plus de maison. Je rentre dans Theresienstadt, le cœur plein de tristesse, de lourdeur. Theresienstadt, quand serons-nous libres à nouveau? Knapp an der
Ilse Weber a écrit plus d'une chanson, de nombreuses chansons, et on va en entendre encore une autre, à savoir une berceuse pour son fils, Thomas ou Tommy. À un moment donné, son mari est envoyé à Auschwitz. Et elle les accompagne, et avec d'autres enfants, également, elle se sent responsable pour ses enfants, et elle veut accompagner son mari et son enfant parce que les nazis racontent l'histoire selon laquelle il s'agit d'un rassemblement de familles. Donc, elle va pouvoir accompagner son mari et son enfant. Elle tombe dans le piège, on ne sait pas. Mais donc, elle les accompagne. Après, on finit dans la chambre à gaz. Elle, l'enfant, le mari sera mis au travail, il survivra à la guerre. Et les témoins, après la guerre, diront que cette berceuse qu'elle avait écrite pour son fils, qu'elle chantait dans la chambre à gaz pour que les enfants restent calmes. C'est une berceuse, pas besoin de connaître le texte. Je l'ai déjà dit, puisque l'enseignement ordinaire et habituel était interdit, la musique a pris une place importante. Donc, au contraire, les nazis l'encourageaient parce que si vous arrivez à occuper les gens, ne serait-ce qu'avec l'art, le dessin, la musique, c'est un moyen de les apaiser. Et par exemple, Bastien et Bastienne de Mozart sont chantés et ils participent à un orchestre ou à un ensemble de musique de chant. Il y a des cours de musique et donc il y a évidemment des nouveaux chants qui sont créés et exécutés. Et donc, un chapitre particulier de la vie culturelle du camp, c'est l'opéra pour enfants Brondibard. Je crois qu'on va en parler. Mais j'aborderai également ce sujet
moi aussi. Brundibar est un opéra de Hans Krasa qui est basé sur une fable. Et l'opéra dure 40 minutes, c'est un opéra pour enfants. De quoi traite le livret? Krasa l'avait déjà écrit, le livret, avant d'atterrir à Theresienstadt. Et donc, il va l'exécuter avec les enfants à Theresienstadt. Brundibar est un homme qui donc a une orgue de barbarie et vous vous souvenez sans doute, avec une orgue de barbarie sur les kermesses, dans de vieux films, vous le voyez encore, et Brundibar est donc quelqu'un qui traîne dans les rues avec son orgue de barbarie et qui mendie. Et il y a deux enfants qui veulent donc acheter du lait pour leur mère malade. Et ils voient Brundibar et ils disent voilà, on va faire comme lui, faire de la musique et on va récolter des sous. Mais le méchant Brundibar craint la concurrence, il les chasse. Et donc ils sont aidés par un chien, un chat et un petit oiseau. Et donc, ces animaux chassent Brundibar et ainsi, donc, eux aussi peuvent ramasser des sous pour acheter du lait pour leur mère. Et donc, la fable se termine par le chant de la victoire, qui est comme si Brundibar a été battu. Et nous l'avons roulé. Et donc, sonner les trompettes, on a gagné la guerre, frappé le tambour, celui qui aime son père, sa mère et sa patrie, qui n'a pas peur, il est notre ami. C'est une version en anglais. Quand, une fois qu'ils ont chanté cela, parce que c'est une véritable marche de victoire, puis il y a un silence, et puis Brundibar, quelque part, montre sa tête dans les coulisses. Il dit, voilà, il croit avoir gagné, il croit que j'ai disparu, mais pas du tout, il se trompe, et mes chers, on va de nouveau se rencontrer, parce que moi, je pars, mais je ne m'éloigne pas parce que je reviendrai toujours. En d'autres termes, le mal revient toujours. Donc il y a d'abord cette marche de victoire, cette marche victorieuse, et puis ce bref intermède de Brundibar qui revient. Nothing ever works out neatly. Bullies don't give up completely.
One departs, the next appears, and we shall meet again, my dears. Though I go, I won't go far. I'll be back. Love, Brundibar. Time's not long, but you just wait and see. It's all the one to bring. Comrades, make us strong, and so let us song. Brundibar wordt 55 keer opgevoerd. On a donc représenté cet opéra Brundibar 55 fois. Les SS y assistent aux représentations et applaudissent. Et puis par la suite, tous les enfants et tous ceux qui ont donc joué dans cet opéra sont déportés à Auschwitz, tout à fait conforme à la logique nazie. Il tourne toutefois un film de propagande, Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, donc le Führer offre une ville aux Juifs. Il y a donc une banque avec un directeur de banque, mais il n'y a pas un sou à ramasser. Il y a une école où les enfants suivent, soi-disant, les cours pendant un jour. Et quand la Croix-Rouge effectue une visite, il y a un petit gosse qui demande aux représentants de la Croix-Rouge s'ils veulent jouer. Et alors, le commandant dit, voilà, je ne peux pas jouer avec vous, mais demain, je viendrai jouer avec vous. Mais le lendemain, les enfants sont déportés vers Auschwitz. Et donc, on tourne ce film, Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Et c'est d'ailleurs représenté dans les cinémas en Allemagne avec le commentaire pendant que nos gars se battent et meurent au front, ces paresseux de juifs s'amusent, boivent du café, s'amusent et mettent leur argent à la banque à Theresienstadt. Je pourrais encore en dire davantage. J'aimerais vous parler aussi donc des artistes, sculpteurs et peintres, mais je voudrais donc qu'on termine par cette très belle chanson juive, Jiddische Mama. Een Joodse mama gaat voor haar kind door het water en door het vuur. Une mère juive traverse l'eau et le feu pour son enfant. Ma jiddische Mama, sie macht das ist die ganze Welt. Ma jiddische Mama, oh, wie bitter, wenn sie fällt. Ihr Doktor danken Gott, sie noch bei sich. Neu wie bitter in der Trauer, wenn sie geht raus wie nicht still. In der Feuer, in der Wasser, wird sie gelaufen für ihr Kind. Nicht halten sie teuer, du sie gewähnt die größte Sinne,
Oi, wie glücklich in der Reich der Mensch besagt, als ein schöne Metune geschenkt von Gott, als ein altitschke jüdische Mama. Ich will bei euch ein Kasche freien, sagt mir, wer es kennt. Mit welcher Teile vermeigen, bin ich Gott allemal. Man kauft es nicht für keinem Geld, das gibt man nach uns Sitz. Und doch, als man verliebt, durch die Kultur an man vergibt. A zweiter geht man keinem nicht, es hält nicht kein Gewinn. Oh, aber es hat verloren, der weiß schon, wo sich muss. Meine jüdische Mama, sie macht doch süß die ganze Welt. Meine jüdische Mama, oh, aber wie bitter, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott, als sie rät sie noch bei sich. Oh, ja, wie bitter in der Trauer, wenn sie geht raus wie ne Stier. In der Feuer, in der Wasser, wird sie gelaufen für ihr Kind. Nicht halten sie teuer, du sie gewähnt die größte Sinne. Oi, wie glücklich in der Reich der Mensch besagt, als ein schöne Metune geschenkt von Gott, als ein altitschke jüdische Mama. Dames en heren, ik zou willen eindigen. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer par les paroles du Rabbi Bach, qui était le leader moral de Theresienstadt. Et lorsque, après la libération de Theresienstadt par les Russes, a été emmené en Angleterre par avion, à un moment donné, il survole l'Allemagne, évidemment, et le commandant de bord, le pilote, dit « Vous n'aurez plus jamais à revoir ce pays ». Et le rabbin lui répond « Cher ami, ne portez jamais la vengeance dans votre cœur. Seul l'amour et la justice. » Et c'est ce que je vous souhaite à tous, l'amour et la justice.